Bonjour, bienvenue dans Quoi de neuf. Bon appétit si vous êtes à table ou si vous allez passer à table. Aujourd'hui, je vais vous parler de contes, de légendes. Et pour ce faire, je reçois Olivier Larizza. Bonjour Olivier. Bonjour Guylaine. Ça va bien? Ah bah super, très bien. Je suis pas très trop heureux. faim? Bon, on a pris l'apéro juste avant, donc ça va, ça. Un petit punch, ça nous met... Hein? Voilà. Bon. Alors, on commence par quoi? Yeah, cri. C'est pas des contes comme ça, Olivier. Hein? Si, ça c'est bien entendu. On rentre dans le vif du sujet, hein, donc je me suis inspiré effectivement de la richesse du patrimoine antillais, caribéen, pour proposer des contes qui sont certes des contes écrits, littéraires, mais qui tout de même incorporent toute cette variété que l'on trouve dans la culture, dans l'oraliture antillaise. Bien, alors Olivier, tu es écrivain, on l'aura compris, tu es maître de conférence à l'université, et puis raconte-moi comment tu as débarqué aux Antilles, comment tu es tombé dedans. D'accord. C'est une longue histoire. Pour faire très court, on va dire que je vivais à l'époque à Strasbourg, qui est une ville d'adoption. Hein. Je suis né en Lorraine, donc à 250 km de Strasbourg, de parents d'origine italienne. Et d'ailleurs, j'ai même un poco, c'est un poco. Ah, no capisco. J'ai même un grand-père maternel. Mon grand-père maternel est né à Nagui Manioc, à côté de Budapest. Et ils ont immigré en France quand il était enfant. Donc j'ai un grand-père hongrois, enfin voilà, ce qui me fait un point commun avec Sarkozy. Oui, c'est ce que ce qui me fait une belle jambe d'ailleurs. Hein. Et donc, et comment tu arrives à Martinique de l'Italie à la Hongrie? Voilà, simplement, à la alors nous étions en 2003, je venais de soutenir quelques mois plus tôt une thèse de doctorat en littérature britannique. Et j'ai rencontré des Martiniquaises et des Martiniquais qui passaient 15 jours à Strasbourg dans le cadre d'un diplôme de ressources humaines, master de ressources humaines, que patronnait l'un de mes amis à l'université de Strasbourg. Donc ils étaient là pendant 2 semaines et cet ami en question m'a dit si tu veux m'aider à leur faire découvrir Strasbourg et l'Alsace, j'en serais bien content. Il y avait déjà... Très belle ville, c'était en février 2003, il faisait très froid mais on a eu un ciel bleu magnifique. Comme il fait souvent à Strasbourg. Comme il fait souvent. Et d'ailleurs mes Martiniquais ont un peu souffert du froid, mais effectivement donc je leur ai montré la ville, la cathédrale, les musées. Et puis le truc qui se passe une bonne choucroute. Comment ça s'appelle attends, ce qui se passe à Strasbourg, il y a un grand... Le Parlement européen. Oui, voilà, le Parlement européen. La zone européenne. Voilà. Et puis on est aussi allé danser la salsa sur une péniche. Voilà. Le contact était très chaleureux et je me suis dit que s'il y avait une possibilité d'avoir un poste ici aux Antilles, je le tenterais, ce que j'ai fait. Et j'ai eu la chance d'obtenir ce poste et c'est comme ça que j'ai atterri en Martinique. Voilà. Il faut vivre dangereusement. Donc c'était au campus de Schœlcher. Oui. Et alors, et après, quand tu arrives, comment tu découvres ça? Il se trouve qu'en 2003, j'avais déjà publié un certain nombre d'ouvrages et mon nom est tourné dans le milieu éditorial parisien et un éditeur m'a contacté, sachant que je partais aux Antilles pour écrire des contes antillais dans une collection qui comporte... Alors, on va voir les livres déjà. C'était les 24 contes des Antilles. Cette collection... Le 3e. Voilà, chez Flammarion Castor-Poche, qui était donc mon premier livre lié aux Antilles. Et cette collection développe en fait des contes du monde entier. Oui. Il y en a de Chine, il n'avait pas de contes sur les Antilles. Donc je suis arrivé ici avec ce projet dans mes bagages, sans rien connaître au départ à la Martinique, ni rien connaître aux contes antillais. Donc j'ai d'abord passé de longues semaines et quelques mois à me renseigner, à enquêter, à écouter, et puis à faire face à ce dilemme qui est le suivant, c'est comment un métropolitain ose-t-il finalement écrire des contes antillais, des contes qui n'appartiennent pas à sa culture. Et c'est une transgression que j'ai assumée pleinement. Je me suis dit, on n'est peut-être pas à une transgression près. Je m'explique. Originellement, le conte, évidemment, est né dans la société des plantations. C'était les esclaves qui, le soir, le disaient, le clamaient au clair de lune, à la fois pour divertir leurs compères esclaves de la dure journée de travail forcé, et en même temps, c'était un exutoire, pour se moquer du maître, à travers des cocasses histoires d'animaux, par exemple. Compère Lapin, Compère Tigre. Voilà, les personnages emblématiques qu'on connaît très bien. Tigean, Compère Lapin, Compère Tigre, étant les plus connus. Et le conte ne pouvait donc être raconté que de nuit, parce que de nuit, il y avait une certaine tolérance de la part du béquet pour laisser les esclaves s'exprimer.
Et donc, le seul fait déjà de raconter un conte de jour, ce qu'on fait très, très allègrement aujourd'hui, c'est déjà une transgression par rapport à l'histoire. Et je crois qu'aujourd'hui, où finalement le conte est quand même un peu en perte de vitesse dans l'aspect traditionnel qu'il avait, par exemple, les veillées mortuaires, on a de moins en moins de conteurs qui s'expriment lors des veillées mortuaires. Il faut une démarche, je pense, de sauvegarde. Alors évidemment, je ne suis évidemment pas le premier, et il y a toute une lignée d'auteurs prestigieux qui me précèdent, antillais ou pas d'ailleurs. Lafcadio Hearn venait des États-Unis lorsqu'à la fin du 19e siècle, il a récolté des contes en créole. Et il y a eu bien sûr des grands conteurs, des grands écrivains et des grands conteurs qui ont couché sur le papier des contes ici. Alors Ina Césaire, Raphaël Confiant aussi a fait un recueil, il y en a beaucoup. Alors qu'est-ce que moi je pouvais apporter? Simplement j'ai fait une démarche d'écrivain. C'est-à-dire que par rapport à ce qui existait déjà, par rapport à des histoires qui n'étaient pas véritablement développées, dont il existait simplement une idée ou une petite anecdote ou une blague, j'ai inventé, j'ai créé des contes avec mon style à moi finalement. En espérant deux choses, en espérant que évidemment, ça divertisse les lecteurs, et puis en espérant aussi que les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Antilles en général, à la fois retrouvent quelque chose de leur patrimoine, mais en même temps découvrent quelque chose de totalement nouveau, ce qui pourrait être une manière, ce qu'on appelle finalement le style, ce qui fait l'originalité d'un auteur. Donc là, on a Cyparus, l'homme errant. Donc Cyparus, c'est tout de suite Saint-Pierre. Exactement, exactement. Je me suis effectivement inspiré là de... Et l'homme errant, c'est une allusion à un roman gothique fantastique du début du 19e siècle, un Irlandais qui avait raconté l'histoire d'un homme finalement qui ne meurt pas, mais qui passe son temps à errer à travers l'espace terrestre parce que, comme accablé par cet excès de vie finalement. Et donc je raconte effectivement l'histoire de cet entier qui ne meurt pas. Et est-ce que tu peux nous lire un passage? Je sais pas. Non, parce que je suis pas acteur, je suis pas comédien, j'ai pas ce talent-là. Justement, je laisse ça aux vrais conteurs et aux conteuses orales. Eux ont le talent pour les dire. Moi, je les écris. Alors, je peux les lire, mais je sais pas. Je crois que peut-être pas aujourd'hui. Il y a Mademoiselle Sauterelle et les fourmis. On parle d'Anoli. Mais il faut bien que tu nous lises quelque chose. Tijan. Lequel que tu préfères? Compère Coq et sa femme Ravet. Ravet pas ni raison devant poule. Tu sais ça, hein? Ravet pas ni raison devant poule. Donc Compère Coq et sa femme Ravet. Un petit peu quand même. Un petit peu. J'aurais dû prévoir ça, effectivement. C'est comme ça, chez nous, on prévoit rien. D'accord. Je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas. Tu es intimidé? Non, il faudrait choisir un passage représentatif. Donc, ce sont des contes qui se lisent facilement. Il y a des contes de Martinique, il y a des contes de Guadeloupe. Là, il y a un conte d'Haïti. C'est vrai que les contes d'Haïti, par exemple, sont des contes plus fantastiques. Jadis, il y a très longtemps, une mangeuse d'enfants hantait Haïti. C'était il y a si longtemps que les animaux et les hommes parlaient encore le même langage. Cette ogresse s'appelait, et là je ne vais pas dire son nom, presque tout le monde ignorait son nom. Si jamais celui-ci venait à être découvert par les autres humains, la mangeuse d'enfants disparaîtrait à tout jamais de la surface du globe. La seule personne qui connaissait son nom était Crabe. Le compère était un savant qui portait des petites lunettes rondes. À l'époque, il ne marchait pas de travers, mais sa tête oscillait perpétuellement de gauche à droite et de droite à gauche, non seulement parce que son cou était très long, mais aussi parce qu'il bougeait la tête quand il réfléchissait. Or, Crabe était toujours en train de cogiter. Il lisait des livres, écoutait les maîtres de la parole et scrutait le littoral à l'aide d'une loupe. C'est ainsi qu'il tomba un jour nez à nez, ou plutôt pince à nez, avec une petite fille qui pleurait, etc., etc. Oui, donc ça, c'était la toute première expérience dans les contes antillais. On rentre tout de suite dans ton conte, j'aime bien. Oui, alors il y a des contes qui sont plus directs, il y en a d'autres qui sont plus poétiques. Je m'attache aussi à quand même rendre hommage à cette île magnifique et la Martinique. C'est presque un cliché de le dire, surtout d'un métropolitain, mais c'est une réalité et il faut absolument préserver ce patrimoine qui est quand même menacé. La Martinique est une petite île vulnérable et il faut en prendre pleinement conscience. Donc, il y a aussi d'autres contes plus émouvants.
Vas-y. On va le remettre là. Oui. Et alors, plus émouvant, tu penses à Oscar le renard et l'impala de la savane ou... Non, alors simplement, pour continuer justement avec, avec l'itinéraire, il y a donc, j'ai entre-temps écrit d'autres livres sur d'autres sujets. Et puis, face, on va dire, à l'engouement qu'il y a eu autour des 24 contes des Antilles, un autre éditeur m'a demandé si j'étais d'accord pour écrire pas une suite, mais enfin un volume de contes dans une collection qui est lancée aux éditions Oscar Jeunesse, qui s'appelle Contes d'ici et d'ailleurs, et qui regroupait déjà quelques contes d'Afrique. Et est-ce qu'ici, tes livres sont lus? Est-ce qu'ici, le public martiniquais les connaît, les apprécie, ou est-ce que c'est seulement à la FNAC, en France Non, alors effectivement, c'est publié à Paris, mais c'est bien diffusé aussi dans les Antilles, et les 24 contes des Antilles sont toujours en librairie depuis leur première parution en novembre 2004. Ils sont toujours à la librairie antillaise, en bonne pile. Alors par contre, je ne suis pas persuadé que les Martiniquaises et les Martiniquais savent qui se cache derrière. Parce que c'est vrai que je suis assez discret en Martinique, pour des raisons qui m'appartiennent, on va dire. Mais aujourd'hui, maintenant que je connais mieux l'île et que je connais mieux... voilà, il y a une certaine tendresse, je trouve, à mon égard. Et peut-être d'ailleurs que ça va dans les deux sens. Et plus volontiers, je m'exprime plus volontiers maintenant... au sujet de ce que je peux faire ici, en tout cas. Et je suis très ravi d'ailleurs d'être invité dans cette émission. Ah, moi, je suis ravie de te recevoir et puis ravie de les avoir lus. Ma petite fille, tous les soirs, je dois relire. Je les ai lus en une après-midi. Hein. Je n'ai pas lâché le livre. Alors, La source miraculeuse. Voilà, alors ça, c'est un éditeur. Donc, je les ai écrits, ces contes-là, en 2008. Donc, c'est tout récent, mi-2008. Et ils viennent de sortir, là, à l'été 2009. Oui. Et alors, quelle est la différence entre ceci et les 24 contes des Antilles? Bien entendu, les histoires sont différentes. Je fais intervenir des personnages. On retrouve toujours compère lapin, tigre, tigean, mais je fais intervenir des personnages plus rares. Je fais intervenir, par exemple, Mabouya, compère Mabouya, commère Manicou. Et puis... Géronimo le cochon, par exemple, dans une fable un peu insolente, on va dire. Oui, mais dans cette fable, on retrouve tout de suite une fable qu'on apprend à l'école. Hein. Alors, je me suis effectivement inspiré de la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi, parce qu'il y a, j'allais dire de manière génétique, dans le conte antillais, des apports français, des apports européens, qui sont liés évidemment à la colonisation. Ce ne sont pas les seuls. Il y a de manière tout aussi importante, voire peut-être même plus important, des apports africains, évidemment, et puis des apports amérindiens et asiatiques, avec les vagues d'immigration de Chinois et d'Indiens, les coulis du 19e siècle. Donc tout ça donne un mélange quand même assez détonnant. Et ce que j'ai voulu faire, ce qu'il y a de différent, surtout entre la source miraculeuse et les 24 contes des Antilles, c'est que dans la source miraculeuse, en l'écrivant, j'avais conscience de quelque chose, ce qui est que le conte n'est malheureusement pas considéré à la même hauteur que le roman, d'un point de vue littéraire. C'est une injustice. Aujourd'hui, le genre qui domine les lettres, c'est le roman. Il le domine médiatiquement, éditorialement. C'est très rare d'être invité en télévision pour parler de contes, en tout cas en métropole. Alors que les 2 ou 3 fois où j'ai publié des romans, on a très facilement accès aux médias, aux grands médias, y compris aux médias nationaux. C'est une vraie injustice. Alors, il faut la réparer. Alors, qu'est-ce que j'essaie de faire pour la réparer? J'ai eu l'idée, qui vaut ce qu'elle vaut, de donner un peu plus de lustre à l'écriture. Donc, la différence entre la source miraculeuse et les 24 contes des Antilles, c'est que c'est une écriture un peu plus, on va dire, littéraire. Pas forcément plus poétique, parce qu'il y a des passages poétiques dans les 2 livres, mais plus littéraire. Donc, je pense que ça s'adresse peut-être à des lecteurs, même si c'est publié dans une collection jeunesse, à des lecteurs qui un peu plus assurés. En tout état de cause, pour que le conte pour que le conte se constitue comme genre littéraire à part entière, je pense qu'il faut qu'il s'écarte, il ne soit pas puéril. Donc, qu'il plaise à la fois aux adultes et aux enfants. C'est d'ailleurs ce que j'ai toujours essayé de faire. Et Diana Ramassamy, qui est chercheuse à l'UAG, qui est spécialiste du conte, me disait justement que le problème, souvent, c'est que le conte antillais est relié à l'enfantillage. Donc, il faut lui donner du lustre, il faut lui donner une certaine hauteur. Il n'y a pas de raison que ce conte-là soit minoré par rapport à d'autres genres.